Alors, merci d'être présent pour cette deuxième et dernière table ronde. Je vous avais dit, hein, les sujets sont passionnants et les intervenants sont encore plus passionnants que les sujets. C'est pour ça que je vais très vite leur donner la parole. En bon élève, je vous redonne le titre « Entre ouverture, concurrence et protection ». Ouverture, concurrence et protection. Quel nouvel équilibre pour l'Europe. Et on a une très belle table semi-ronde avec, juste à côté de moi, Alexandre Monet, exécutif vice-président, secrétaire général d'Atos, et qui est aussi membre du Collège Autorité de la concurrence. On va parler un petit peu de concurrence quand même. À sa droite, vous avez Bernard Spitz, qui est président du pôle Europe et international du MEDEF. À sa droite, vous avez Pascal Bellemin, qui est le directeur des affaires réglementaires européennes au sein de Airbus. Et puis, juste à l'autre bout, en face, vous avez Jacques-Philippe Günther, qui est avocat associé au sein du cabinet Latham & Watkins. Alors, on va, comme tout à l'heure, poser beaucoup de questions pour que ce soit le plus interactif. Je redonnerai aussi la parole à la salle, donc si vous avez des questions, je viendrai vous voir sans vous lâcher le micro. On m'a dit, je ne lâche pas le micro pour des raisons sanitaires, donc je vous tiendrai le micro. On va parler de plein de choses. Il y a un mot déjà par rapport à tout à l'heure, c'est exactement le même mot. On m'a dit en préparant, on m'a dit, il ne faut pas être naïf. Alors je crois que c'était pas une insulte à mes questions, j'espère, mais en tout cas, il ne faut pas être naïf sur tout ce qui se passe. D'autres mots, c'est la guerre économique. Il ne faut pas non plus être naïf, elle existe, c'est vrai. D'autres mots, c'est un changement de logique. D'autres mots, il faut qu'on parle maintenant vraiment politique industrielle européenne. D'autres mots, voire des acronymes, IPCEI, on en a un tout petit peu parlé grâce à Pascal qui a fait une intervention tout à l'heure, mais on va regarder ce que ça veut dire et est-ce que c'est un des sujets justement de ce nouvel équilibre et on va essayer d'avancer sur ces sujets qui vont être entre droit, économie, géopolitique, assez passionnants. Bernard Spitz, je vais commencer avec vous. Tout le monde se demande par qui je commence à chaque fois, on ne sait jamais. Même moi, je ne sais pas, jusqu'à la dernière minute. Droit de la concurrence, peut-être nouvelle donne. On a le Covid, on a l'international, on a la data, on a le numérique, on a tous ces changements de business model aussi des entreprises. On a des petits acteurs qui, en quelques mois, deviennent des acteurs ultra dominants. On a des monopoles qui commencent à se aussi redistribuer. On a des parts de marché qui sont compliquées à mesurer puisqu'on ne sait plus quel est le marché, en fait, puisqu'on a ce changement de paradigme. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais aller directement sur le sujet, est-ce qu'aujourd'hui, le droit de la concurrence, tel qu'on le vit depuis un certain nombre d'années, est aujourd'hui obsolète, doit être totalement changé, va aider les entreprises, va bloquer les entreprises dans leur croissance et dans leur innovation, qui est quand même un sujet que je voudrais aussi qu'on aborde ce soir. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je crois qu'au nom du panel, puisque je pourrais même m'exprimer, je veux dire qu'on s'excuse tous d'être de la diversité particulière à cette tribune. Mais c'est pas notre faute, parce qu'il devait y avoir quand même 20% de participants féminins, mais qui ont disparu. Donc voilà. Donc s'il y a des gens de la barbe, c'est pas la peine de nous agresser, on n'y peut rien. Voilà, donc je vais juste cette petite précision, je pense que mes camarades sont solidaires de ce point. Alors voilà, vous avez ramassé beaucoup de questions en une seule. Alors, en plus, il faut distinguer l'échelon national et l'échelon européen, bien sûr. Bien évidemment que le principe, il me semble que la question n'est pas tellement dans le principe de la concurrence, qui est que peu de gens dans cette salle, à mon avis, auront envie de remettre en cause. La question, c'est de savoir d'abord dans quelle mesure il peut s'adapter aux transformations technologiques, lorsque le droit de la concurrence a pour but à déterminer des périmètres de marché pertinents qui ont évolué au fil du temps et au fil des technologies, évidemment. Donc le numérique bouleverse beaucoup de choses. Il y a un certain nombre de décisions dans le passé qui ont tiré les conséquences de ça. On voit bien qu'il y a aujourd'hui quelques décisions pending qui sont autour de ce sujet-là. Peut-être qu'on y reviendra dans les questions. Enfin, je ne vais pas déflorer ce type de sujet. Je pense plus généralement que si on se place au niveau international, d'abord, il n'y a pas de politique de la concurrence pour un pays comme la France qui est déconnecté de la vision européenne. Vous parliez de géostratégie, il faut savoir qu'effectivement, il y a un agencement du monde qui est en train de se faire sur ce que beaucoup baptisent de Cold War II,
La Cold War I était au-dessus de l'Atlantique, la Cold War II est au-dessus du Pacifique. Dans une Cold War, le principe c'est qu'il y a deux superpuissances et puis qu'il y a des variables d'ajustement. Et c'est nous les variables d'ajustement potentielles. Si effectivement on est naïf, si effectivement on ne s'adapte pas, et il y a un mot que vous n'avez pas cité, qui est le mot de souveraineté, hein, qui refait son apparition, avec d'ailleurs un débat sur la question de la souveraineté ou de l'autonomie. C'est des questions qui sont subtiles, parce qu'en réalité, évidemment, qui peut être contre le fait d'avoir une souveraineté? Mais en même temps, c'est des mots pièges, parce que derrière l'idée de la souveraineté, derrière peut très vite arriver le protectionnisme. Je vous informe d'ailleurs un nouveau concept que j'ai entendu récemment, qui est le précautionnisme. Oui. Donc ça va peut-être faire recette. Bon, tout ça, c'est des façons d'essayer de s'adapter. Et pour les Européens, ce qui est compliqué, c'est à la fois le fait qu'ils sont européens, donc chaque pays est en soi un pays de taille moyenne, et à l'échelle des grands, et évidemment avec des conceptions très différentes, à commencer par celle de la souveraineté, parce que la souveraineté vue de Pologne ou de Hongrie, c'est pas la même que vue de France ou d'Italie. Bon, avec en plus des différences économiques, etc. Donc, en gros, moi je crois qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui. Bon, il y a des sujets d'adaptation du droit à la concurrence, il y a des sujets sur lesquels il est, à mon avis, clair que au niveau de la Commission européenne, qui assume le fait qu'elle doit évoluer, je pense qu'on a eu une démarche à la fois effectivement naïve, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez tenu compte dans le passé de la question de la réciprocité, et donc tout ce certain nombre de dispositions qui ont été prises récemment pour filtrer les accords, pour créer effectivement prendre en compte la situation des pays qui veulent exporter chez nous, notamment autour des aides d'État, etc. Bon. Il y a l'enjeu de ce qui va se passer, ou ce qui ne se passera pas à l'OMC en novembre, qui sera un élément d'arbitrage très important. Et puis au niveau de l'Europe, il y a effectivement une refonte autour d'un certain nombre de thèmes. Et chacun est complexe, parce que l'idée de relocalisation, en soi, je peux en 10 minutes vous expliquer pourquoi c'est génial, en 10 minutes vous expliquer pourquoi c'est absurde. Parce qu'en réalité, selon les cas de figure, selon les situations, c'est une bonne, une mauvaise situation. L'important, c'est de créer des conditions, effectivement. Il ne faut pas mélanger la concurrence et la dimension stratégique. Et il faut se méfier du concept de champions nationaux qui plaît toujours aux politiques, mais qui peut très bien se traduire en droit de la concurrence, se transformer en monopole, qui ne sont effectivement pas la meilleure façon de créer une dynamique. Bon. Voilà, donc tous ces sujets sont complexes à manipuler, mais on est dans un moment de bascule, certainement, et au niveau de la Commission européenne, de prise de conscience, effectivement, d'un certain nombre de choses qui, dans le passé, ont déraillé, et de la nécessité de prendre en compte, sans doute, d'une façon différente, d'avoir des critères différents, non pas pour modifier les objectifs, le level playing field, tout ça, ça n'a pas de raison d'être contesté, mais ce qui, en revanche, peut être contesté, c'est les critères qu'on applique. Et on s'aperçoit qu'il y a le droit à la concurrence européen s'est construit beaucoup autour d'une réflexion qui était encore celle des années 80, 90, 2000, mais que depuis, et notamment dans les universités américaines, qui sont un peu qui lancent la pensée sur le sujet, on voit bien qu'il y a une prise en compte de la diversité des situations dans les pays qui font que les raisonnements qui hier étaient appliqués n'ont pas toujours de raison d'être. Et quelque part, on est effectivement en retard intellectuel là-dessus, avec une application rigide, parfois dogmatique, souvent aveugle, naïve, et je crois qu'il y a une conscience de tout ça, et que voilà, on est en train d'amorcer quelque chose. Alors ça se traduit politiquement par ce que dit un Thierry Breton, bien connu de mon voisin de gauche, sur l'idée de ne pas être naïf, d'avoir une stratégie offensive, etc. On voit bien qu'on est à un moment de bascule, là aussi, parce que l'Europe, et je termine, parce qu'on a dit que c'est court, l'Europe est à un moment où elle ne sait pas exactement où elle se situe, sur le plan de la politique internationale. Elle se retrouve, l'affaire afghane est une espèce de cruel rappel à la réalité, on se retrouve plus du tout assuré d'un parapluie américain. Donc est-ce qu'on est
est-ce qu'on a une vocation à avoir un système de défense ou pas? C'est une question qui se pose. Sur le plan économique, la crise du Covid a été à la fois a des aspects formidables, parce qu'on a quand même réussi collectivement et l'Europe n'est pas pour rien dans le processus de vaccination, même si ça a été très lent à se mettre au départ. Donc ça, c'est des éléments très positifs. Maintenant, il y a des écarts importants entre pays. Est-ce que tout ça va tenir? On a des élections en Allemagne, on a des élections en France. Bon, voilà. On est dans un moment, je disais, de basculer à la fois géostratégique, politique, économique, technologique. Rien n'est perdu, mais voilà. Et c'est important, effectivement, qu'on ne bouscule pas les principes fondamentaux de la concurrence qui sont, auxquels moi je crois profondément et auxquels les entreprises sont extrêmement attachées, sauf à revenir dans une espèce de réduction mortifère et de protectionnisme qui ne dit pas son nom. Mais pour autant, il faut effectivement s'adapter à la période nouvelle et je crois que je m'arrête là sur les généralités. Il faut prendre sujet par sujet, voir comment on peut les traiter. On va regarder, on a deux belles entreprises qui sont au cœur de la globalisation et de sujets très très importants. Atos d'un côté et Airbus de l'autre, peut-être Pascal Bellemin, et après j'interrogerai Alexandre Menet, sur justement cette politique, sur les fondamentaux, la philosophie du droit de la concurrence. On peut être d'accord sur peut-être un certain nombre de sujets. Il faut remettre à jour de ce changement de paradigme, pour le faire très simple, qu'on est en train de vivre et qui s'est accéléré. Il était là, mais il s'est accéléré avec la pandémie. D'ailleurs, qui économiquement a donné plutôt encore raison aux acteurs américains et aux acteurs chinois d'un point de vue économique. Oui. Alors je pense qu'il faut déjà sortir de la focale. La concurrence, c'est en fait, c'est pas l'impulsion de ce qui est en train de se produire dans le changement de mentalité. Ça vient vraiment d'un cran plus haut. C'est pas du tout la DG Comp qui lance ce changement de pensée qu'on a à Bruxelles, et qui d'ailleurs est insufflé par les États, et la France n'est pas la dernière à l'insuffler. On a en fait quelques concepts qui voulaient rien dire il y a 5 ans, et qui maintenant sont centraux dans le débat. Le premier, c'est l'autonomie stratégique. Ça, c'est un truc fondamental. C'est l'idée que... Alors, c'est venu de l'Europe de la défense, donc nous, non seulement on l'a vu naître, mais on l'a fait naître. L'idée, c'est, je ne vais pas être tout seul au monde, mais si j'ai besoin d'avoir certains actifs, certaines technologies pour faire ma vie tout seul et ne pas dépendre de quelqu'un, il faut que je les ai. C'est ça. On ne s'empêche pas de collaborer, mais personne ne doit pouvoir tirer la prise sur un projet européen, une technologie, un cloud, une technologie... Donc l'autonomie stratégique. Ouverte, pour ne pas être protectionniste. Oui, ouverte. Ouverte, pour pas... Voilà, il faut faire plaisir à tout le monde, donc on dit ouverte. Il y a la notion géopolitique, l'Europe géopolitique. Ça veut dire il faut qu'on pèse. Entre la Chine et les États-Unis, on ne peut pas être nulle part, il va falloir qu'on parle par notre voix à nous, donc il faut qu'on ait une voix. On ne peut pas parler en silo, il faut qu'on travaille en transversalité, c'est tout ce que dit Van der Leyen, ça vient d'avant elle, mais c'est ce qu'elle dit. Et il y a le level playing field, qui est un concept très international dans la façon dont on l'applique. On l'entend vis-à-vis de la Chine, on l'entend vis-à-vis du Brexit. Donc ça, c'est les 3 ancrages. Et ces ancrages-là, plus la nécessité de travailler en transversalité à la Commission, ils donnent, à mon avis, ce qu'on voit à la DG Comp comme changement de mentalité. Je ne dis pas que c'est abouti, mais on a une impulsion que moi je ne voyais pas il y a 3-4 ans. Un, c'est transversal, c'est-à-dire qu'on voit la DG Comp qui prend en compte d'autres politiques ouvertement. On a une unité à la DG Concurrence qui rapporte au directeur général et dont l'objet c'est l'articulation avec les autres politiques européennes. C'est un truc qui était un tabou absolu avant cette commission-là. Donc ça, qui travaille avec la DG Trade. Alors qui bosse avec la DG Trade, qui bosse sur l'environnement, qui bosse sur le digital, etc. Et on voit bien sur le digital et sur l'environnement que tout est complètement interpénétré. La question là, mais on y reviendra, c'est, à mon avis, la politique industrielle, c'est le parent pauvre de cette interaction. Parce que la politique industrielle, on est encore coincé dans l'émergence. Mais ça, je pense qu'on en parlera. Donc il y a cette transversalité. Et après, dans le changement de mentalité, et je suis tout à fait d'accord avec ce que Bernard Spitz disait, on a un ensemble de textes qui viennent, et on en reparlera probablement. On avait le texte sur les investissements étrangers, qui n'est pas du tout à la comp, c'est à la trade. On a le texte sur les marchés publics et la réciprocité, qui était dans les limbes pendant longtemps, et là maintenant ça réaccélère, peut-être que ça va aboutir, mais là c'est des marchés publics, DG Gros. On a le texte sur les subventions internationales, qui est à cheval entre la comp, la trade et l'agro, donc à nouveau dans une logique complètement différente, mais cette fois-ci on va s'assurer qu'on a un level playing field si un acteur est subventionné.
en dehors de l'Union, qu'on ait un level playing field dans l'Union, c'est complètement novateur. La comp, enfin, protège les acteurs européens, elle le dit pas, mais enfin, c'est ce qu'elle fait, quoi. Et on a la coercition économique, c'est-à-dire l'extraterritorialité et même plus, avec une proposition de texte, là, au quatrième trimestre. Donc, en pratique, je pense, c'est complètement, il faut le parfaire, mais on a quand même des idées qui n'existaient pas il y a 4 ans, qui se déclinent dans l'intégralité des domaines, y compris le digital, et qui donnent lieu à des initiatives particulières, législatives. Et là maintenant, le vrai sujet, c'est ces initiatives, elles sont ambitieuses, mais on n'a pas d'unité au niveau des États. La question, c'est jusqu'où on peut pousser le curseur de quelque chose qui soit protecteur sans être protectionniste. C'est ça le sujet. Est-ce que la France et la logique française a une chance d'aboutir, ou est-ce qu'au contraire, on va se faire immédiatement stopper par les autres? Alexandre Monet, toute cette articulation-là, c'est que la politique de la concurrence ne soit pas en inadéquation avec la politique industrielle, qu'il ne soit pas en inadéquation avec ce qu'on veut faire sur l'environnement et ce qu'on veut faire sur le digital, etc. Tout ça, alors, on ne va pas aller sur... peut-être il faut la raison d'être, qui est cette politique industrielle avec une vision. Comment est-ce que, justement, vous voyez tous ces sujets s'orchestrer de façon nouvelle et, j'espère, cohérente avec l'évolution du marché dont on parle? Alors, sur le constat, je rejoins ce qui vient d'être dit. Et, en fait, je pense que Jacques nous en parlerait de façon plus précise, mais on a une commission qui a protégé le consommateur pendant des années et qui s'aperçoit qu'en fait, il faut aussi maintenant protéger les entreprises. Donc déjà, c'est une vraie bascule. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas les entreprises. La réalité, elle est là. Et si je prends le monde digital, complètement ultra dominé, avec une accélération après à cause du Covid, par ce qu'on appelle les hyperscalers, donc les GAFAM maintenant, il y a très concrètement, vous le vivez peut-être pas dans vos entreprises parce que c'est peut-être pas tangible, mais vous avez une accélération de la cloudification de l'ensemble des applications métiers de toutes les entreprises. Tout est en train de basculer dans le cloud. Or, le pari était qu'on ne pensait pas que les grandes entreprises iraient dans un cloud public, pas cher, pas forcément sûr, etc. Mais non, finalement, tout bascule. Avec derrière les conséquences indues que vous connaissez, et qui sont peut-être un peu effectivement anxiogènes sur les données, etc. Donc, mais la réalité concrète, c'est qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas un seul acteur européen, qui est capable de concurrencer les GAFA sur le cloud public. C'est la réalité du marché. Alors, le commissaire peut bouger dans tous les sens, et Dieu sait si j'ai du respect pour lui, la réalité factuelle, elle est là. Et ce qui est en train de se passer, c'est que le salut va venir des États-Unis. Parce que et là j'ai pu assister à la déclaration, j'étais à Bruxelles à ce moment-là, de la secrétaire d'État au commerce, on sait que Joe Biden va démanteler les GAFA. Et la seule option qui va se passer en fait pour les GAFA, ça va être en effet de rester fort aux États-Unis, mais d'accepter de probablement se démembrer en Europe. Et ça va être peut-être une petite fenêtre qui va se passer, c'est que des acteurs européens, j'espère, vont être capables eux justement, et c'est là où le droit de la concurrence de Bruxelles, cette fois-ci, devra nous permettre de nous marier entre nous, j'entends par là acteurs européens, pour vraiment construire des vrais leaders européens. C'est la seule solution. Et donc on a besoin, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit à la fin, c'est qu'il y a une vraie harmonisation. Parce qu'on a beau... Vous savez, on en parlait tout à l'heure, pour moi, une hérésie européenne, ce qui s'est passé avec les puces. On détermine une norme. C'était de dire, tiens, on va passer tout de suite à une nouvelle génération. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, on n'a aucun acteur européen pour les financer, pour les produire. Qu'est-ce qu'on fait? On va appeler Intel, pardon, pas Intel. On va appeler Intel et qui va poser ses conditions. On est retourné 30 ans en arrière, pardon, parce qu'il y a des entreprises amies, mais c'est ce qu'a fait Microsoft quand ils sont arrivés, 30 ans, etc. Ça a pris du temps, mais bon, bref. On est exactement dans la même situation. Et je termine juste sur un point, par rapport à ces hyperscalers.
Moi, j'ai travaillé dans les sociétés quand j'étais chez eBay, donc j'ai une affinité, je n'ai rien contre... C'est fantastique le succès de ces sociétés, quand on y pense. C'est fantastique. Regardez un peu, c'est incroyable d'avoir réussi à créer ces sociétés. En revanche, ce qui est en train de se passer, et je suis sûr que Jacques là aussi l'anticipe, c'est que ils sont en train d'enfermer, comme l'avaient fait justement les sociétés américaines dans les années 90, dans des environnements. Donc vous êtes dans l'environnement Amazon, vous êtes dans l'environnement Google, et pour une entreprise, vous ne pouvez plus en sortir. Et moi, ce qui me chagrine, là après, je prends juste par rapport à ce que je peux voir en fait à l'autorité de la concurrence, c'est que je peux démontrer que malheureusement, ces environnements tuent l'innovation. Voilà. Et ça c'est ça que moi, où là, ça me pose un problème, et c'est là où je suis quand même un petit peu pour un petit démantèlement, et que l'Europe, par rapport à ça, vous savez qu'il y a des initiatives qui sont en cours, peut-être que Jacques peut en parler. Voilà, donc on regarde parce qu'en fait, les hyperscalers cannibalisent, achètent toutes les sociétés en fait qui sont dans l'innovation. Ils ont des chèques en blanc, mais extraordinaires que nous n'avons pas malheureusement. Et derrière, ça tue l'innovation. Et donc, ça renforce en fait encore leur position. Et ils emprisonnent les entreprises et les personnes physiques aussi qui dépendent de leurs services. Jacques, peut-être encore, on va rentrer au fur et à mesure dans des points précis, mais je voulais quand même qu'on fasse, qu'on ait un point un peu contexte global sur tous ces sujets. On va aller sur les killer acquisition, on va aller sur les IPCI, et on va aller sur tous ces sujets très 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 détaillés, les aides d'État et compagnie. Un point, oui, Jacques. Ça change de partout en fait. Hein. Bien sûr. Merci Olivier et merci d'avoir mis une table, ce qui est très facile pour moi dans mon état. Et pardon pour cette chaise qui n'a aucun sens, mais voilà, qui me sert de bureau. Oui, pour rebondir sur ce qui a été dit. Politique de concurrence, politique industrielle, c'est relativement antinomique. Politique industrielle, c'est du dirigisme, on est dans la plupart du temps, on est dans le sectoriel. Politique de concurrence, on recherche en principe le bien-être du consommateur. Politique industrielle, on est plutôt sur des intérêts nationaux. Politique de concurrence, on va plutôt avoir un regard européen ou américain. Le rêve qu'on pourrait avoir quand on est actif dans le monde de la concurrence, c'est de développer la théorie qui a été suggérée par Emmanuel Combes, que tu connais bien, Alexandre, qui est le vice-président de l'autorité de la concurrence, qui a une définition assez amusante. Il dit: la politique de concurrence est à sa manière une forme minimaliste de politique industrielle. Je trouve que c'est très intelligent, parce que finalement, c'est à ça qu'il faudrait tendre, c'est-à-dire utiliser la politique de concurrence comme une politique industrielle. On a quelques outils pour le faire, et en cela, je rejoins ce qu'a dit Pascal. Il y a effectivement un réveil avec le New Tool Act, avec le Digital Market Act, avec les discussions qui ont eu lieu sur le rôle que doivent jouer les gatekeepers, etc. Mais c'est tout de même extrêmement ciblé, et c'est ciblé plutôt GAFA, et c'est pas ciblé industrie. Donc quand on a les mains dans les dossiers de concentration ou dans les dossiers d'entente ou d'abus de position dominante, il y a la réalité de la primauté du regard industriel sur le regard droit de la concurrence n'existe pas. N'existe pas du tout. Et on reviendra tout à l'heure en détail sur un certain nombre d'affaires un peu significatives qui ont, notamment Siemens Alstom, qui a été un peu le point de départ de la réflexion, non pas européenne, mais d'une réflexion franco-polonaise, allemande, avec le rapport notamment d'inspection des finances, qui a travaillé sur ce réveil. Mais juste, quand même, pour vous donner quelques marqueurs, aux États-Unis, qui est quand même le pionnier de l'antitrust, on a des pans entiers de l'économie qui ne sont pas soumis au droit de la concurrence. C'est clair. Okay. Les secteurs qui sont sous contrôle de l'État, comme le secteur postal, ou les secteurs régulés, les télécoms, etc., ne sont pas sous le contrôle des autorités de concurrence. Les secteurs régulés sont sous le contrôle des autorités de régulation. On ne fait pas comme chez nous, où on empile le CSA, l'ARCEP, l'autorité, la commission, etc., etc. Donc c'est évidemment avec ce genre d'outils, qui sont des outils politiques,
qu'on peut faire de la politique industrielle, mais on ne fait pas de la politique de concurrence, on fait de la politique industrielle. Si on regarde la Chine, deux chiffres intéressants. De 2008 à 2013, 15% des concentrations qui sont notifiées en Chine concernent des opérations entre entreprises chinoises. 15%. En Europe, c'est 50% du business européen qui est notifié à la Commission. Donc, on voit tout de suite la marge de manœuvre énorme qui existe côté chinois pour réguler les investissements étrangers, alors que du côté européen, c'est le syndrome de on se tire une balle dans le pied, on contrôle 50% des investissements ici. Et puis, un dernier chiffre, qui ne va pas vous étonner, sur 22 concentrations chinoises intervenues dans des secteurs peu stratégiques, comme la sidérurgie, les opérations télécom, la construction navale, j'en passe et des meilleurs. Évidemment, il n'y a que des leaders mondiaux. Sur ces 22 opérations, surprise, aucun refus de la part de l'autorité de la concurrence chinoise. Donc, de nouveau, évidemment, personne n'envie le système chinois. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire comme en Chine. Mais avant de se battre, il faut quand même regarder à qui on a affaire. Et on pourrait se dire, et j'en conclurai de cette façon-là, d'une certaine façon, pourquoi, il y a quelques années, les artisans de la politique agricole commune ont réussi à faire passer l'idée que la PAC devait se soustraire aux règles de concurrence. Okay ? La PAC ne subit pas de règles de concurrence. Donc ça ne s'applique pas au secteur de la PAC. Pourquoi ne pas avoir érigé, il y a quelques années, dans un certain nombre de secteurs, des barrières, on verra peut-être en matière d'État tout à l'heure, qui permettraient un assouplissement, ou à tout le moins qu'on lève un peu le nez du guidon et qu'on se demande ce qu'on est en train de faire au niveau mondial. Quand on regarde les capitalisations boursières, je crois qu'il y en a 22 qui sont européennes, c'est tout, sur les 50 premières capitalisations. Et tout le reste, c'est américain et c'est asiatique. Donc voilà, il y a un sursaut qui est peut-être en cours, mais on est quand même encore loin de cette réaction. Pascal, vous vouliez intervenir ? On fait un signe. Une réaction, et je profite du fait qu'il soit handicapé pour le contredire un peu. Autant je suis tout à fait d'accord sur le déséquilibre qu'il y a entre l'UE et les États-Unis et la Chine, et je l'ai vécu sur des opérations comme beaucoup, des opérations américaines qui, pourtant, dans des secteurs qui n'étaient pas exclus du droit de la concurrence, étaient autorisés alors que c'était complètement inimaginable. Et en Chine, on n'en parle effectivement pas. Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que pour moi, c'est pas du tout au droit de la concurrence de faire la politique industrielle. Parce qu'il y a, mauvais jeu de mots pour Airbus, mais il n'y a pas de pilote dans l'avion, sinon. C'est pas le job. Alors je comprends l'idée de dire il faut démanteler un moment pour ensuite arriver à une projection, mais pour moi, c'est pas le logiciel de la comp ou d'une autorité que de prendre des projections sectorielles, européennes, hein, ça peut exister, parce que nous, on les développe au niveau européen, et d'aller mettre toutes les mesures. Ça, c'est quelque chose qui est de l'exécutif, quoi. C'est de l'exécutif, et il faut pour ça que, sectoriellement, une feuille de route soit définie, hein, qu'elle soit claire, où est-ce qu'on veut arriver, quelles mesures on met en face, et que cette feuille de route soit prise en compte par les autorités de concurrence, comme par la trade, comme par toutes. Et qu'on ait au niveau européen, dans le collège des commissaires, parce que c'est quand même jamais une décision DG-Comp, c'est toujours une décision collège des commissaires qu'on adopte, cette prise en compte-là. Que la comp ne soit pas aveugle au reste. Ça, j'ai l'impression que doucement on y vient. Enfin, j'ai quelques exemples pratiques dont je ne peux pas parler, mais on sent cette porosité. Ce qui manque vraiment, c'est cette fameuse politique industrielle. C'est-à-dire qu'on a vu Thierry Breton pousser ses idées d'écosystème sectoriel autour duquel il essayait d'accrocher la politique industrielle. Ça a été plus que difficile, il s'accroche encore parce que même la DG qui est en charge de ça maintenant se structure autour, mais il n'y a pas cette notion de top-down sectoriel comme on aimerait la voir en France avec un pilote dans l'avion. La meilleure preuve, c'est qu'au moment où il a fallu gérer la crise Covid et le plan de relance, on n'a pas réussi à le faire sectoriellement. On a tous proposé de le faire sectoriellement, c'est pas passé. Donc ça passe comment ? Par des trucs un peu horizontaux thématiques sur le cloud, le semi-conducteur, les batteries, l'hydrogène. On va faire des alliances et du financement, mais on n'a pas un pilote général dans l'avion qui articule national, enfin européen et national. Et à mon avis, le problème, il vient quand même largement de là, parce que si ça existait, à mon avis, la comp
ayant quand même progressivement changé sa logique, elle le prendrait en compte, beaucoup plus que maintenant. Et il faudrait aussi une Europe plus forte et plus géopolitique, qui pourrait, on va même au-dessus de la politique industrielle. Bernard Spitz m'avait fait un petit signe. Oui, puisqu'on peut, avant de lancer les débats sur les sujets plus techniques, réagir, je vais prendre mes risques, parce qu'Alexandre n'est pas handicapé, mais je vais me poser la question sur... j'ai une interrogation, en fait. J'étais très surpris, mais je ne conteste pas, parce que je n'ai pas d'informations là-dessus, il est plus compétent que moi, il est dans son secteur. Mais quand il dit que Biden va démanteler les GAFA, moi, j'attends pour voir, hein, parce que... le secrétaire d'État qu'il a pris, il n'est pas forcément très pro-GAFA, quand même. Non, mais c'est pas la question. C'est pas la question. Et c'est pas pour faire plaisir à l'Europe s'il démantèle. Non, mais c'est d'abord, ce qu'on vient de dire, ça se résume petit 1, la Chine n'est pas une économie de marché, ça je le confirme, on est très bon. Deuxièmement, l'Europe n'est pas fédérale, oui, ça c'est aussi, donc ça complique tout ça. Et surtout, il y a une politique américaine. Moi, je disais tout à l'heure, le risque, c'est que finalement, ils se mettent d'accord, les deux superpuissances, et qu'ils essayent de le faire sur le dos des tiers, et notamment de l'Europe. Les Européens. Bon, mais c'est comme ça que ça s'est passé aussi jadis, entre l'URSS et les États-Unis. C'est-à-dire, il y avait la politique de dissuasion, et puis bon, ils ne s'aimaient pas, mais ils se mettaient d'accord, puis c'était les terrains périphériques qui étaient les terrains d'affrontement. Il peut se passer la même chose. C'est très sérieux, l'antagonisme entre Chinois et Américains. C'est ça qui me fait douter une seconde de la chose. Parce que, bien sûr que les États-Unis, dans le passé, ont démantelé les monopoles, ils ont démantelé AT&T, ils ont démantelé les... Bon, on connaît l'histoire, et c'est vrai que c'est eux qui sont les pionniers de l'antitrust. Mais évidemment, tout repose sur leur... Et moi, j'ai toujours pensé ça, que la logique, ce serait ça. Sauf que la nouveauté, c'est la Chine. Et que lorsqu'ils ont démantelé dans le passé, ils pouvaient dire, bon, ben voilà, on rend un marché plus efficace, et ça va se faire pour le bien des Américains. Et ils risquaient pas d'être envahis par les Européens et par des pays en développement qui n'étaient pas développés. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et l'argument qui va être un argument de défense contre, en disant, vous faites ça, vous abandonnez, c'est une trahison, vous dépouillez les Américains pour laisser les Chinois avancer. Ça va être d'une violence totale. Et je ne suis pas sûr que le pouvoir politique américain aura la volonté de faire que la logique économique l'emporte sur la logique politique à ce moment-là. On va déjà avoir les midterms, et donc on va voir ce qui va se passer. C'est pas gagné pour les démocrates. Donc voilà, moi, je veux dire, dans une logique intellectuelle, je suis ça complètement, mais d'un point de vue politique et géostratégique, je ne suis pas du tout sûr que, supposé même qu'ils le veuillent, ils en soient capables. Alexandre, tu veux réagir ou sinon j'avance sur... Non, voilà, moi j'observe juste des mouvements et les mouvements qui sont toujours intéressants proviennent justement de l'écosystème de ces acteurs et principalement, bien sûr, le monde financier. Voilà. Et c'est juste ce que j'observe où, puisqu'on est entre nous, il n'y a pas une banque américaine qui n'est pas en mouvement là-dessus. Hein. Donc, alors peut-être qu'ils sont en train on les connaît, ils se font peut-être voilà, des espèces de projections, mais il y a un vrai mouvement, franchement. Et moi, je suis pas ça tous les jours, hein, mais parce qu'on est dans le cadre de Gaia X, donc qui est une initiative européenne sur la sécurité. Donc il y avait cette secrétaire d'État. En effet, bon, après. On n'était pas beaucoup, mais il y avait quand même pas de doute dans sa déclaration. Alors, vous avez raison, hein, Bernard, moi j'écoute, c'est tout, mais est-ce que derrière, après, il y aura un principe de réalité politique, etc. C'est certain, voilà. Enfin, la question qui se pose de politique industrielle ou de concurrence ne dépend pas du démantèlement ou non des GAFA. Il y a un autre indice, pardon, pour aller dans le sens d'Alexandre, il y a un autre indice, c'est que la nouvelle patronne de la FTC, Madame Khan, a fait sa thèse sur le démantèlement des GAFA. Exactement. C'est pour ça que je disais que sa nouvelle secrétaire D'accord, d'État... alors on peut avoir mauvais esprit, mais enfin, ça donne quand même une indication. Elle a publié dans le Yale, exactement. dans Yale un papier qui est assez clair sur ce qu'elle veut. Alors, est-ce que politiquement, elle pourra le faire? Mais en tout cas, elle a été recrutée. Donc, on va voir si elle va faire le job. Si on descend sur la New Competition Tool, Jacques, garde le micro. Parce que j'aimerais qu'on arrive après à des outils qui peuvent servir aux directeurs et aux directrices juridiques dans la salle. Est-ce qu'il y a des gros changements majeurs ou est-ce qu'il faut des gros changements majeurs, notamment sur les critères
critères de marché, critères de taille, ex ante, ex post. Il y a toute une réflexion sur ces sujets-là, de marché pertinent. Est-ce que, justement, dire le marché pertinent, c'est pertinent, ou est-ce que c'est pas un vrai travail de taille ex ante, ex post, quand on voit des petites... Alors, prenez sur l'innovation et les killers acquisition. Mais quand on voit qu'on peut faire des petites acquisitions qui, quand on prend les parts de marché, les marchés pertinents, en fait, il n'y a pas de question. Mais quand on voit avec la croissance exponentielle, 6 mois plus tard, il y a des grosses questions. Quels sont les critères, quels devraient être les critères dans ces New Competition Tools, Jacques? Alors, il y a plusieurs, en termes de droit de la concurrence, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Il y a le Digital Market Act, il y a le New Tool, il y a les remèdes en matière de concentration, et il y a la communication de la Commission sur les marchés pertinents. Et puis il y a encore l'article 22, j'en dirai un mot tout à l'heure, le renouveau de l'article 22 qui est une catastrophe et qui de surcroît n'a même pas été pensé comme un revival de contrôle de type politique industrielle, mais plutôt comme un élément supplémentaire pour je dirais, éliminer une bonne partie de la sécurité juridique qu'on avait réussi à obtenir après 30 ans de jurisprudence en matière de concentration. Donc si on évoque simplement pour l'instant le Digital Market Act et le New Tool. Le Digital Market Act, c'est en fait une réglementation un peu ad hoc, et c'est une réglementation qui est très ciblée, qui vise les gatekeepers. Bon, c'est quoi un gatekeeper? C'est une entreprise du digital, c'est une plateforme, c'est un moteur de recherche, c'est un opérateur du cloud qui, en tant que tel, constitue un passage obligé pour l'accès à des utilisateurs professionnels qui ensuite ont accès... C'est les plateformes BIFAS, ça s'appelle. Oui, alors globalement. Oui, ce sont des plateformes BIFAS, bien sûr, même multi-sided, puisqu'il y a une pluralité d'intervenants qui peuvent venir se greffer. Ce qu'on cherche évidemment, ce qu'a cherché la Commission là-dedans, c'est essayer de prévenir ce qui a été identifié dans Google Shopping, par exemple, c'est-à-dire le fait de privilégier, pour un opérateur digital, privilégier ses propres services au détriment d'activités d'acteurs qui ont des activités concurrentes, les Quelcou et autres opérateurs qui sont littéralement morts des pratiques consécutives à Google Shopping. C'est le fait d'utiliser les données communiquées par ses propres clients pour tuer le business de ses clients. C'est l'affaire Amazon qui est également devant la Commission. Et donc, si un certain nombre de conditions faisant des opérateurs des gatekeepers, alors la Commission va les regarder de très près, c'est-à-dire que la Commission va les mettre sur une liste, il faut se déclarer, et puis l'objectif sera que ces acteurs-là maintiennent un objectif de concurrence ouvert, un marché ouvert, un objectif de concurrence loyale et une concurrence équitable. Alors tout ça, c'est très intéressant. Ça donne des pouvoirs d'enquête à la Commission, ça permet de donner un support juridique à des pouvoirs d'enquête renforcés. Il y a un élément intéressant, c'est que la Commission peut, grâce à ce New Tool, se faire communiquer des informations sur les accès aux bases de données et le fonctionnement des algorithmes, qui est un sujet ultra sensible, évidemment. On l'a vu devant l'autorité de la concurrence dans l'affaire qui a opposé la presse à Google sur la rémunération de la presse, où la question était de savoir comment fonctionnait l'algorithme, de quelle façon la presse permettait à Google d'enregistrer des données extrêmement intéressantes pour les annonceurs de Google, et Google évidemment ne voulait pas dire à l'audience comment fonctionnait son algorithme, et avait aucune envie de satisfaire notre demande qui était de dire il faut un expert, il faut qu'on aille fouiller pour savoir comment tout ça se déclenche. Bref, donc la Commission a créé cet outil qui objectivement est un outil intéressant et prometteur, mais qui est un outil ad hoc, c'est-à-dire un outil très spécifique et limité au gatekeeper. L'autre acte
intéressant et important, c'est ce qu'on a appelé le New Competition Tool. Alors, New Competition Tool, c'est une révolution. Si c'est présenté comme un élément de politique industrielle, ok, pourquoi pas, mais attention, et c'est là où on entre dans la discussion du revers de la médaille, c'est-à-dire que c'est un truc, parce que c'est vraiment un truc, c'est pas un outil juridique classique. En matière de concurrence, c'est un objet non identifié, puisqu'il s'agit d'aller sanctionner des comportements ex ante. D'accord ? Pratique de concurrence, c'est voilà, j'ai mis la main dans le pot de chocolat, je me fais avoir, tant pis pour moi. Là, c'est une pratique ex ante qui soulève des préoccupations de concurrence. Et la Commission serait autorisée à prendre des mesures, des remèdes, pouvant aller jusqu'à des mesures structurelles, c'est-à-dire de désinvestissement, par exemple. Et donc, on est typiquement, dans ce qu'Alexandre a évoqué tout à l'heure, une thématique de démantèlement, par exemple, pourrait s'inscrire dans le cadre de la politique de ce New Competition Tool qui est en réflexion auprès de la Commission, puisque la Commission a lancé une consultation publique sur ce sujet, que l'idée c'est de combler les lacunes qu'on a pu constater dans ces affaires-là, notamment donc, toujours ces affaires digitales, puisqu'il a fallu entre 6, 7 ans, parfois davantage, pour sanctionner des comportements de la part de Google en particulier, et que la Commission, de façon comment dire, un peu opportune, mais elle a quand même envoyé un signal assez fort en retenant une affaire, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, une affaire d'un opérateur américain où la Commission a utilisé la procédure de mesure conservatoire, qui n'avait plus été utilisée pendant 25 ans, pour essayer de régler un problème juridiquement comme on le fait d'habitude en matière de concurrence, c'est-à-dire que voilà, je constate une pratique anticoncurrentielle et je discute le cas échéant avec l'entreprise pour essayer de le régler. Donc voilà, il y a un revers de la médaille à ces outils, nouveaux outils, que la Commission met sur la table, mais qui évidemment, quand on est avocat, quand on est juriste, a de quoi inquiéter évidemment les opérateurs. Avant que tu n'ailles plus loin et qu'on aille sur les autres sujets, Pascal, vous m'avez fait un signe, vous vouliez intervenir sur ce que vient de dire Jacques ? Ouais, enfin juste pour confirmer, alors le New Competition Tool pour moi, il y a eu une consultation, mais il est plutôt dans les limbes, parce qu'on a le DMA. Et on était hyper opposé au New Competition Tool parce que c'est ce que Jacques disait, c'est un outil qui est absolument sans limite pour la DG Comp pour faire à peu près ce qu'elle veut. Et c'est pas sectoriel, c'est pas numérique, c'est partout. Donc ça à l'inverse de la DMA qui est... Alors que le DMA est focalisé sur 10 entreprises, tel qu'on nous le dit en tout cas, et donc c'est quelque chose qui est appréhendable. Le New Competition Tool, c'était la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. Donc ça marchait pas du tout. Et à nouveau, j'élargis un tout petit peu la focale. N'oublions pas qu'en termes juridiques, si les initiatives qui sont dans le pipe en ce moment aboutissent, on est face à un changement radical de l'univers juridique. Si le règlement sur la réciprocité marché public aboutit, l'IPI, on va pouvoir dire à des entreprises non européennes, vous savez quoi, vous ne pourrez pas rentrer sur nos marchés ou pas aussi facilement, ou même pas du tout, parce que nous, on ne peut pas rentrer sur vos marchés là-bas. Ça va être quand même assez ambiance. Il faut imaginer l'action qu'il y a derrière. Si l'outil subvention internationale de la comp et de la trade aboutit, et franchement il est plutôt en passe d'aboutir parce qu'il y a un soutien large, on va pouvoir aller expliquer à des acteurs qui sont financés hors de l'Union que tel comportement, ils ne peuvent pas l'adopter parce qu'ils ont eu la subvention américaine ou indienne, que telle opération de M&A pour un nouveau régime, pour une autre raison, ils ne peuvent pas la faire. Pas parce que ça viole la concurrence, mais parce qu'ils ont un avantage, parce qu'ils ont été financés. Ou alors que leur appel d'offres, ils ne peuvent pas le gagner parce que leur fournisseur principal, il est financé ailleurs, c'est quand même un truc qui est d'une puissance assez phénoménale. Alors si je rentre jusqu'à la coercition économique et l'extraterritorialité, qui est un texte qui va tomber ce trimestre probablement, on voit qu'en termes de... Alors il y a un vrai sujet de sécurité juridique, hein, quand on fait cette table rase, et on n'a même pas parlé de l'article 22, on est dans un autre monde, hein. Oui, mais restons 30 secondes sur ce sujet justement du contrôle des subventions étrangères. Juste sur ce que vient de dire Fabrice sur les marchés publics. Pascal, pardon. Une chose très, très, très importante qui, pour l'instant, n'est pas encore acquise.
Et là, pardon, je me ramène encore à mon secteur. Sur la réciprocité des marchés publics? Non, au-delà. Sur la réciprocité de la technologie pour pouvoir soumissionner au marché public. Il y a un truc qui est totalement scandaleux, en fait, c'est quand les entreprises américaines ont la possibilité de soumissionner à des appels d'offres européens sur des technologies auxquelles nous n'avons pas accès, société européenne, où ils vont évoquer non pas simplement des mesures de souveraineté, et ça, la Commission est en train de se pencher là-dessus, je sais qu'il y a eu tout un rapport, etc., mais ça, c'est vraiment quelque chose de très concret et réel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, par rapport à ce qu'a dit Jacques tout à l'heure, sur notamment l'algorithme. Derrière tout ça, il y a quand même une réalité aussi, c'est que tout le monde est d'accord que l'algorithme ne peut pas rester une boîte noire. Et en fait, il faut essayer, pour ceux qui se souviennent un peu, alors c'est compliqué, hein, il y a aussi des bons lobbyistes un peu partout, pour qu'on essaye d'avoir un peu une approche comme on avait avec le code source autrefois. Mais il y a des tels enjeux financiers. Et quelle est la réponse à l'heure actuelle du marché et des GAFA? Eh bien, tout ça est mis à disposition for free. Et aujourd'hui, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu, il n'est plus là. Et donc, c'est pour vous dire, c'est trop tard. Et donc, là encore, il y a un décalage entre... Et pourtant, le DMS, c'est à quelques mois. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Aujourd'hui, Google met à disposition le module d'intelligence artificielle dans G Suite, tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est trop tard. Je voulais juste qu'on termine le point sur le contrôle des subventions étrangères et voir et faire un point. Jacques, peut-être si tu peux nous faire un point sur ce sujet pour qu'on sache où on en est et comment ça peut, on est dans le sujet, hein, avoir un nouvel équipe pour l'Europe ou pas, en fait. Pascal, merci. Oui, juste un élément de contexte. On a parlé un peu des aides d'État et des subventions. Ça m'a rappelé une petite histoire. Lors de la crise en 2008, lorsque General Motors va mal, General Motors est nationalisé, purement et simplement. Et le gouvernement américain met 50 millions de dollars et va procéder à un vaste plan de restructuration, 11 000 personnes licenciées, des fermes, 16 usines sont fermées sur une cinquantaine, etc. En parallèle, je m'en souviens puisque je m'en étais occupé, lorsque PSA demande à l'État français une garantie pour que la banque de PSA puisse emprunter et que PSA puisse continuer à vendre aux particuliers des bagnoles à crédit, qui est le modèle économique des constructeurs. Volkswagen a déposé une plainte, la commission a instruit, ça a donné lieu à une décision avec des remèdes significatifs, notamment une partie de la cession de la R&D, de ce que PSA faisait avec BMW, etc. Voilà. Donc ça c'est la façon, quand je disais tout à l'heure se tirer une balle dans le pied, c'est la façon dont on a fonctionné. Et donc évidemment, lorsque General Motors vient faire ses courses en Europe, on a des raisons de s'interroger sur level playing field. Et c'est la même chose avec les Chinois. Et là, j'ai une anecdote intéressante sur les Chinois. C'est dans le domaine des batteries électriques, batteries pour les voitures électriques. Il y a une société qui s'appelle CATL. Vous avez peut-être entendu parler, moi jamais, c'est CATL. C'est un des 3-4 leaders mondiaux en matière de batterie. CATL a réussi à faire accepter par le gouvernement chinois, enfin le gouvernement chinois a imposé, aux constructeurs automobiles étrangers d'équiper les bagnoles qui arrivent en Chine, qui sont vendues en Chine, de batteries CATL, sans quoi le dispositif fiscal, financier, de support, etc., accordé aux acheteurs de voitures électriques ne fonctionnerait pas. Donc, du coup, exit LG, exit Panasonic. CATL est devenu évidemment l'opérateur leader de batteries électriques et évidemment, CATL est maintenant en situation de vendre des batteries en Europe. Donc, quand on voit ça, on se dit, il faudrait quand même un peu se réveiller. Alors,
il y a deux formes de réveil. Il y a une première forme de réveil interne, si j'ose dire. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu un développement ces 2-3 dernières années des aides à finalité régionale qui sont massivement exemptées. Presque 50% des aides à finalité régionale sont aujourd'hui exemptées par la Commission. On a relevé les plafonds et le dispositif est beaucoup plus souple. Autre dispositif plus souple, celui des projets importants d'intérêt commun, les PIIEC, qui existent depuis 1957, mais qui n'avaient jamais vraiment été utilisés, qui a été réactivé et qui est là aussi un support important de subventions. Et on y reviendra quand on fasse un point spécifique sur les... Et il y a ce dernier acte qui, lui, est basé sur un contrôle avec deux outils. Les deux outils sont basés sur des notifications. Le premier outil, ça permet de contrôler ex ante des opérations de concentration qui visent une cible dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions d'euros. Avec une contribution étrangère, donc contribution d'un État étranger, d'une entreprise publique, d'un organisme quelconque, supérieure à 50 millions d'euros. Donc, dès lors, en gros, qu'il y a une subvention un peu significative, ça donne lieu à une notification préalable. La même chose en matière de marché public. Désormais, ce projet de règlement prévoit que dans le cadre de marchés publics qui impliqueraient une contribution d'un État tiers, pour les appels marchés publics dont la valeur est supérieure à 250 millions d'euros, il y aurait également une procédure d'acceptation avec un effet suspensif. Et puis, la Commission se doterait d'un outil ex post qui permettrait d'aller regarder ce que l'entreprise a reçu sur les 10 dernières années avant l'opération considérée. Si l'opération en question n'est pas notifiée à la Commission, quel cas la Commission ne peut demander que sur les 3 années, mais la Commission peut à tout moment demander à une entreprise avec des fonds étrangers ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Alors, on peut se satisfaire, on peut dire c'est très bien, c'est ce que dit Pascal, et c'est un bon réveil, et c'est souhaitable, etc. Enfin, pour ceux qui sont habitués des procédures CFIUS, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, c'est du pipi de chat. C'est vraiment, c'est ridicule. C'est-à-dire que ça va peut-être permettre, parce qu'on est quand même au stade du projet, de contrôler un peu les flux, mais on est encore loin d'un outil qui permettrait, comme le font les États-Unis, comme le font les Chinois, de contrôler véritablement les entreprises qui vont investir en Europe. Merci Jacques. Je voulais qu'on fasse un point, peut-être Pascal, on en avait parlé ensemble justement sur ces IPCEI, ces projets importants d'intérêt européen commun, si je retiens bien l'acronyme anglais avec une version française. Il y a plein de sujets, et les sujets d'ailleurs que Thierry Breton pousse sur les semi-conducteurs, sur le cloud, sur plein de sujets. Est-ce que ces IPCEI sont un moyen de ce nouvel équilibre et de donner de nouveau des moyens à l'Europe de se défendre face aux États-Unis et à la Chine? Ou est-ce que c'est du pipi de chat, pour reprendre l'expression de Jacques? Avant de venir sur l'IPCEI, 2 remarques sur les points de Jacques. Sur le coût de la batterie que je dois installer histoire de pouvoir bénéficier. Ça, il n'y a qu'une autorité fédérale qui peut le faire. Enfin, je veux dire, ça ne peut. Et en plus, la fiscalité en Europe, on sait à quel point c'est compliqué à mettre en place, c'est l'unanimité. Donc, si on fait, je dis pas qu'il faut fédéraliser, mais je dis qu'il faut avoir une lecture fédérale de ces sujets-là, parce que sinon, on peut pas conditionner un bénéfice à une condition qui ne relève pas du tout du même monde. C'est ça le truc. Donc, là, on a quand même. C'est pas un réveil qu'il faut, c'est un changement de mentalité drastique, quoi. Sur l'histoire du chat et tout ça. En fait, c'est pas que je dis que c'est, sais pas que je dis que c'est génial. Je dis juste que it's as far as we can get, en fait. Parce que déjà pour arriver là, il a fallu 5 ans de boulot avec la France et l'Allemagne pour arriver à passer ces idées-là. Et on fait face à un bloc d'États qui n'en veulent pas, qui est phénoménal. Donc c'est vraiment le sujet de l'appétit européen et des différents États pour nous amener à un endroit où on s'assume un peu plus. Alors l'IPCEI, c'est juste pour dire, ça c'est quand même le paradoxe, ce truc-là, parce que l'IPCEI, en gros, c'est un régime d'aide d'État qui dit, au fait, vous contribuez avec un projet à un objectif européen majeur,
eh ben on va vous faire une fleur, vous pouvez financer davantage. Vous aurez plus d'aides d'État, ce sera plus facile. Et donc c'est un truc qui a été travaillé en 2014, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, pour dire voilà, on va donner un petit bonus à la politique industrielle en matière de concurrence. Tu fais un truc bien en matière de politique industrielle, ça va passer mieux pour toi en concurrence. Et c'est devenu le concept, c'est le pot de miel et les abeilles, tout le monde est dessus. Et alors la blague, c'est que c'est devenu le concept central de la politique industrielle européenne. C'est ça le truc. C'est-à-dire que la politique industrielle, ça se résume aujourd'hui à je mets un IPCEI pour faire du financement national plus ou moins synchronisé, je mets une alliance dessus pour que tout le monde se parle, sur les batteries, l'hydrogène, le cloud, et j'ai fait mon boulot. Le problème, et nous on est dans plusieurs IPCEI, c'est qu'en fait ça ne fonctionne pas du tout, parce qu'il faut un top-down dans une stratégie. S'il n'y a pas de top-down, on va nulle part. Et l'IPCEI qui est morcelé entre 10 États différents, chaque État fait passer des appels à projets pour que ces entreprises proposent le meilleur. C'est pas du tout articulé. Nous, Airbus, on répond à des sujets. En France et en Allemagne, et je peux vous dire que les administrations ne savent pas ce qu'il y a d'un côté et de l'autre, sur le même sujet. Donc, c'est joli, c'est très bien, ça va financer, mais ça va financer quoi? Et là c'est vraiment le propos d'Alexandre tout à l'heure. À quelle vitesse on va bouger, alors que les concurrents américains et chinois, eux, fédéralisés et soutenus, ils bougent 3 fois plus vite. Donc, oui, on n'est pas candide, on est moins naïf, on est machin, on crée des instruments réglementaires, mais le sujet, il n'est pas vraiment là, en fait. Le sujet, c'est à quelle vitesse on peut bouger dans une direction définie ensemble. Et là, honnêtement, j'ai quelques doutes. Et il fallait quoi? Il fallait du top-down par filière industrielle? Il fallait, alors, c'est un mauvais exemple, mais bon, dans le Covid, la première chose, le premier réflexe que j'ai eu au moment de la crise Covid, c'est de dire il faut reprendre les écosystèmes de Thierry Breton, faire des feuilles de route par écosystème. Il faut qu'on se dise pour l'industrie ça a été fait en 2008 sur l'industrie automobile, faites-le pour l'aéronautique, faites-le pour la santé, on va mettre tous les échelons autour du même problème. Le traité CECA, qui préexiste, le traité CECA qui préexiste au traité de Rome, c'est le traité sur le charbon et l'acier. C'est-à-dire qu'on traite en vertical, on traite une thématique, une filière. Bon. Et donc on aurait très bien pu procéder de cette façon-là. C'est ce que la Commission avait accepté de faire au moment de la crise Lehman en 2008, dans les aides à la restructuration, puisqu'il y avait des aides spécifiques au secteur bancaire. Et pour être aussi tout à fait objectif, ça a très bien fonctionné, c'est avec des décisions en 48 heures qui ont permis de littéralement sauver le système bancaire. Or là, comme le dit Pascal, c'est pas comme ça que l'on a procédé. Et c'est ça ce qu'on a poussé. Enfin, moi, j'ai passé des heures longues à pousser ça. La France était d'accord, ça c'est pas passé. Donc, on n'a pas eu de sortie de crise écosystème et de relance, hein, qui dirait, voilà, les Américains ont été financés comme ça, les Chinois comme ça. Comment nous on doit faire? C'est quoi la stratégie? Il n'y a pas eu ça. Et à mon avis, tant qu'on n'arrive pas à ça, on a un gap. Le problème, c'est que la raison pour laquelle ça passe pas, c'est parce qu'on n'est pas seul en Europe non plus, quoi. Et un speech sur la position du MEDEF sur ces sujets de verticalité, de filière industrielle. J'imagine que vous êtes plutôt favorable. Oui, bien sûr, mais sans être dogmatique, c'est-à-dire qu'on n'est pas pour... Enfin, le concept de localisation systématique à tout prix n'a pas de sens, quoi. Je veux dire, il ne faut pas localiser pour le principe de localiser. Et puis ensuite, il ne faut pas se baser sur le passé, mais sur l'avenir. Donc, être pertinent. Et enfin, il faut le faire dans une logique européenne et pas dans une logique franco-française, sinon ça n'a aucun sens. Donc une fois qu'on a eu tout ça, comme il n'y a pas de politique industrielle européenne, comme on est en retard par rapport aux États-Unis sur l'unification de tout ce qui est réseau, que ce soit l'énergie, les télécoms ou le reste, le cloud, enfin je veux dire, on est vraiment très très en retard. Et la question est d'ailleurs d'assumer ça, parce que quand Thierry Breton parle, il dit ça, il dit il faut pas être naïf, ça sert à rien quand la messe est dite ou c'est trop tard, c'est pas la peine d'aller courir et d'épuiser des forces et d'énergie dans des choses qui n'ont pas d'avenir. Puis après, il cite toute une série de secteurs dans lesquels, bon, moi je suis pas compétent, mais dont j'ai le sentiment qu'on est en retard, hein, mais définitivement, quoi. Et donc, il y a un problème politique, c'est d'assumer le fait qu'on est ou pas, que c'est, voilà. Et donc, c'est pas simple, et ça demande en plus derrière les financements appropriés. Le soutien dans un moment où, là encore, je disais tout à l'heure que l'Europe est un moment un peu de carrefour. Vous savez, il y a un truc qui est vraiment, pour moi, tout ce qui se passe actuellement en Europe se résume en une formule, qui est une formule que beaucoup d'entre vous connaissez, puisque c'est Mario Draghi qui l'a dit. Il a dit il n'y a pas de mauvaise dette,
y a pas, enfin, la dette, c'est pas un sujet, il y a la bonne dette et la mauvaise dette. Donc, et tout est là. Qu'est-ce qu'on fait en Europe en termes d'investissement, en matière de politique industrielle? Si c'est pour faire c'est faire de la mauvaise politique, c'est-à-dire de faire plaisir aux uns aux autres, aux lobbies, etc., et donc de gaspiller du temps, de l'énergie et de l'argent dans des choses qui n'amènent à rien, c'est désastreux. Bon, une fois qu'on a dit ça, la question n'est pas tellement dans l'objectif, elle est dans le comment. Comment on fait pour aller vite, allouer de façon pertinente ces investissements et le faire dans une gouvernance politique qui soit appropriée. Bon, là-dessus, chacun a ses idées. Donc nous, le MEDEF, on soutient évidemment tout ce qui a été dit et qui va dans le sens d'une prise de conscience, de la réciprocité, de l'allocation des moyens. Bon, et après, vraiment, tout est dans l'exécution. Et c'est vrai qu'en Europe, on n'a pas toujours eu, enfin on n'a pas eu jusqu'à présent les éléments d'exécution pertinents. L'affaire récente, Thierry Breton a pris le leadership sur des sujets sur lesquels il n'y avait pas de compétences au départ. Et il n'y avait pas de pilote dans l'avion. Un des problèmes généraux de l'Europe, c'est qu'on n'a jamais de pilote dans l'avion. Parce que les gens qui sont chargés de choisir le pilote prennent un pilote qui ne va pas leur faire de l'ombre. Donc, et ils ont réussi avec un talent assez certain dans le passé. Bon. Donc voilà, l'Europe n'existe pas. On sent bien qu'elle a pris conscience qu'elle avait besoin de réagir pour exister. Donc tout ce qui se passe est positif. Est-ce que ça va se faire avec assez d'ampleur et assez vite? C'est ça la question. Alexandre. Non, absolument. Alors, pour vous donner un peu des exemples pratiques, on a parlé des semi-conducteurs tout à l'heure, parce que ce que disait Bernard est très juste. On est parti trop vite, et puis après on s'est retourné. Un autre exemple, là, qui est encore aussi assez cocasse, c'est le quantique. Et donc, alors, chaque pays a vu en fait un élément hyper novateur. On va se dire, tiens, voilà, on va lancer des grands programmes quantiques. Voilà. La Commission a dit, nous, on va être là pour vous apporter les infrastructures. Ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. Et pire encore, mais du quantique, pourquoi faire? Et là aussi, il y a une espèce de... Là, c'est dommage parce que il y avait une volonté très industrielle quand même derrière. Alors ce qu'a essayé de faire Thierry Breton derrière aussi, qui paraît là en revanche peut-être un peu trop tard encore, mais c'est d'y ajouter des grands phénomènes de décarbonation dans tous les programmes européens, pour essayer de créer des éléments un peu différenciateurs pour les acteurs européens. Là, il y a une vraie singularité, je dirais, et qui nous a donné quand même un peu d'avance industrielle, moi je l'observe, dans certains marchés où là, en revanche, les marchés européens et les pays européens jouent un peu le jeu. Parce que, et pour moi c'est ça qui est important, dans la politique industrielle, en fait on a l'impression c'est vrai que le Covid nous a fait prendre conscience, enfin il y a eu la littérature dans tous les domaines sur ce sujet, mais on n'avait plus d'industrie, que 80% de l'aspirine était fait en Chine, etc. Mais tout ça, ça peut pas se refaire en l'espace de quelques mois. C'est pas possible. C'est comme quand les Anglais ont découvert qu'ils avaient plus d'entreprise. Enfin, et sur les marchés nouveaux, la difficulté, c'est qu'une grande partie est canalisée par les sociétés de high-tech que l'on n'a pas, parce qu'on n'arrive pas, en fait, à créer des leaders. Je vous redonne encore un exemple, parce que c'est mon quotidien, donc, mais pour pouvoir obtenir, être compétitif en fait dans des marchés, il y a l'aspect technologie, mais il y a bien entendu votre capacité aussi de proposer quand même des prix compétitifs par rapport en fait aux GAFA. Et comme eux ont le monopole du cloud public, il faut énormément de volume, énormément de puissance d'achat pour pouvoir négocier des prix intéressants. Donc et on est confronté à des clients aussi, et ça c'est plutôt, moi j'ai pas vu dans les documents et dans les projets de la Commission, de se dire mais voilà, est-ce qu'on arrive aussi un jour à acheter entre Européens? Et ça,
sauf faire de ma part, enfin je parle sous ton contrôle, mais il n'y a rien. La préférence européenne, entre guillemets, je ne l'ai pas vue. J'aime pas ce mot, mais... Jacques, prends le micro, s'il te plaît. Et après, je vais vous demander si vous avez des questions. Il nous reste 14 minutes. Donc si vous avez des questions, préparez-les, faites-moi un petit signe, je viendrai vous voir. J'ai encore plein de questions, hein, donc si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, j'ai un bottin de questions. Et puis Jacques a un bottin de réponses, donc ça tombe bien. Il y a un élément assez intéressant quand on regarde la politique de la Commission en matière de concentration et en matière de remède. Pour aboutir au résultat que tu souhaites, Alexandre, avec finalement des fournisseurs, des fabricants, des producteurs européens plus forts, il faudrait que ça remonte aussi dans la façon dont la Commission applique sa politique en matière de remèdes qui découlent d'opérations de concentration. Je prends un chiffre. Dans presque 50% des cas depuis 2010, les cessions d'actifs qui ont été imposées par la Commission dans les opérations de concentration, donc 50% des cas, les actifs ont été achetés par des entreprises non européennes. Non européennes. Quand on sait combien il faut de temps pour grandir sur un marché, parfois des marchés compliqués, des barrières à l'entrée, etc., etc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises doivent consentir des remèdes, parce qu'il y a un problème d'accès au marché. Eh ben, on ne se pose pas vraiment la question de savoir si l'acquéreur est européen ou pas européen. On raisonne en se disant est-ce que c'est le meilleur acheteur possible ou pas. Et d'une certaine façon, alors évidemment on a beaucoup parlé de l'opération Siemens-Alstom il y a quelques années en se disant c'est scandaleux, etc. Pas forcément le moment de développer les théories autour de ça. Ce que ça a mis en évidence en revanche, c'est une énorme divergence de vue entre ce que les entreprises voient sur leur marché et ce que la Commission voit sur le même marché. Et en l'occurrence, les entreprises qui fusionnaient disaient dans 4-5 ans, les Chinois seront là et seront en mesure de faire exactement ce qu'on fait et le feront en mieux. Et la Commission a dit bon, je ne vois pas de Chinois qui soient intervenus dans le passé sur des TGV, et je ne les vois pas dans un avenir proche, par conséquent, le marché n'est pas mondial, le marché est européen. Et donc, on a abouti, petit à petit, à un système dans lequel les remèdes qui sont imposés, souvent sur la base d'un marché, tu en parlais en introduction, qui est défini comme un marché européen et pas forcément mondial. Il me semble que la Commission a loupé le coche, puisqu'il y a un document, une communication sur la révision d'une communication de 97 sur la définition du marché pertinent. La Commission dit sur le marché géographique, en gros, il n'y a pas vraiment matière à revoir ce que l'on a fait, sauf peut-être pour le digital. Mais la Commission ne s'est donc pas posé la question de savoir si on devait traiter différemment la question du marché pertinent. Sur les remèdes en particulier, qu'est-ce qu'on observe? D'abord, il y a des remèdes inquiétants. Il y a eu des remèdes dans 3 affaires, dans Dow DuPont, dans Bayer Monsanto par exemple, où la Commission a imposé la cession de l'activité R&D. R&D, voilà, exactement. Là, pour tuer l'innovation aussi. Là, si tu veux, voilà, est-ce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir quel serait l'impact de cela? Donc, on cède des actifs et on cède la R&D qui va avec. On a toute une série de jurisprudences en matière pharma où les parties ont été obligées de céder la molécule en question et puis les produits dans le pipeline, donc à venir sur les prochaines années. Et dernier exemple, quand on voit ce que la Commission a fait des télécoms en Europe, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que le culte du nombre d'opérateurs minimum dans un pays, et ça a alimenté les débats en France et un peu partout dans les pays en Europe, il y a eu 4 ou 5 opérations assez emblématiques, il y a eu une grosse claque pour la Commission infligée par le tribunal il y a 2 ans à peu près. On peut revisiter aujourd'hui les remèdes qui ont été imposés par la Commission en matière de télécom. Et quand la Commission a dit vous devez céder aux plus petits
et lui céder un accès au réseau, et lui céder des clients, et lui céder des bases, etc., qu'est devenu le petit? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question? Est-ce que quelqu'un est allé revisiter où en était le petit? Et où en était celui qui a dû consentir les engagements? Et si on faisait cet exercice, régulièrement, tous les 3 ans, imaginons, on peut arriver à un instant, que dans toutes les décisions de concentration avec remède, la commission soit obligée, tous les 3 ans, de faire son autocritique. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. Et de dire, voilà ce qui s'est passé, on a été super fort, on a été super visionnaire, parce que regardez le petit, aujourd'hui, c'est devenu un acteur crédible, etc. Le marché n'a pas été bouleversé pour autant, et tout va bien. Et que ces décisions-là soient publiques. Or, qu'est-ce qu'on observe? Donc on a joué le jeu de la concurrence. Mais évidemment. Or, qu'est-ce qu'on observe? Dans un certain nombre de décisions, les remèdes ont été beaucoup trop efficaces. C'est-à-dire que le petit est devenu très grand, et les partis qui ont consenti les remèdes sont considérablement affaiblis. Et évidemment, qu'est-ce que le monde financier pense de ça? Ça entraîne des sous-valorisations de cotations, de valeurs en bourse des boîtes de télécom, et évidemment... Des acteurs en place. Évidemment, et une compétitivité plombée par rapport à ce qui peut se passer aux États-Unis ou en Chine dans le même temps. Donc, la façon dont on traite les remèdes, c'est un sujet qui est extrêmement important et qui n'est pas suffisamment... qui n'est pas examiné de façon suffisamment responsable, en tous les cas prospectif, par la Commission. Je finis par un dernier exemple. Et peut-être que quelques entreprises dans la salle ont été confrontées à ça. Quand vous allez présenter une opération à la Commission, et que vous dites, cette opération, elle est bonne parce qu'elle génère des gains d'efficience. Il y a des clients qui viennent et qui disent, voilà, ce truc-là, ça devrait passer parce que ça va générer des gains d'efficience. Je leur dis, mais taisez-vous, vous nous dites absolument, c'est un gros mot. J'espère qu'il n'y a pas des documents qui parlent de ça, parce que qui dit gain d'efficience dit avantage concurrentiel, dans la logique commission. Et donc, évidemment, la commission, pour reprendre, c'est pas la mienne, mais pour reprendre une image d'un client qui dit, mais comment des gamins de 25 ans peuvent examiner la pertinence des gains d'efficience de mon business, ça fait 30 ans que je suis dans ce business, comment des gamins entre 25 et 30 ans peuvent savoir si oui ou non il y a des gains d'efficience, et si oui ou non cette opération est bonne et va générer, etc. Et donc, là aussi, c'est une suggestion. On pourrait imaginer que la commission est une unité à part, qui soit en charge de définir si oui ou non, dans une opération X, Y ou Z, il y a des synergies, il y a des gains d'efficience. Les entreprises payent des fortunes à des BCG, McKinsey, des banques d'affaires, etc., pour mesurer ces synergies-là. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un travail parallèle à faire pour que, sans être dogmatique, sans se dire on va remplacer la politique de concurrence par une politique industrielle à la chinoise, mais qu'au moins avec les outils existants, on puisse donner aux entreprises des moyens de contrôler ce qui se passe et qu'on soit quand même pas trop couillon en hypothéquant pas ce qui va se passer dans 4 ou 5 ans. Pascal, vous m'avez fait signe. Et après, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? D'accord, je viens vous voir. Pascal. Une phrase, mais la transition est parfaite, mais c'était pas prévu comme ça. Parce que toute cette histoire des remèdes qui sont pas bien pensés parce qu'ils aboutissent à l'effet pervers qu'on voulait pas au départ. Si on réfléchit en fait pour adapter le cours d'une décision à la comp, ce qu'on nous dit pour l'instant, c'est, et c'est ce qu'on a dit depuis le début, la porosité. On va développer les politiques sectorielles, on va les affirmer au niveau européen, on va les écrire, les faire voter, et à ce moment-là, la comp va devoir de proche en proche les prendre en compte parce que sinon ça fait désordre. Dans les zones de gris. Mais est-ce que ça suffit, ou est-ce qu'il faut aller au cran d'après et faire en sorte que dans les tests de droit de la concurrence, on intègre des éléments disant si votre opération ou votre remède présente des contributions positives à telle ou telle politique européenne, et pas juste aux consommateurs, eh ben on peut les prendre en compte. Et ça, c'est refaire la notion de l'efficience dont Jacques parle. Alors que ça, c'est totalement hérétique en termes de droit de la concurrence. Moi, je le dis depuis quelques années, mais c'est assez hérétique. Mais mon sentiment, c'est que si on ne passe pas cette limite-là, en droit pur, si la DG Comp veut prendre une décision qui intègre un fondement de politique industrielle, eh ben, elle prend un risque juridique. C'est aussi bête que ça, de se faire annuler. Donc si on fait... Là, on a un sujet de cohérence quand même. Bernard, d'abord, Jacques, ensuite, et monsieur,
après, puisqu'il y a une En question. 20 secondes, parce que je sais que le temps a manqué, moi je voudrais juste ajouter à tout ça, c'est pas directement mais les éléments qui s'ajoutent à la réflexion du MEDEF, c'est peut-être périphérique par rapport aux questions du droit strict de la concurrence, mais pour moi ça a quand même des convergences fortes. Il y a des débats autres, mais qui viennent s'intersecter avec ce dont on parle. Il y a d'abord toute la question des normes extra-financières. Si les normes extra-financières sont le monopole d'une vision du monde comme c'est en train de se faire, il n'y a pas de doute sur le fait que ces normes seront instrumentalisées et pas à notre profit. C'est un instrument redoutable, presque neuf, mais d'une efficacité terrifiante. Et là-dessus, alors là, je crois que pour la naïveté, on est quand même avec un N majuscule. Le problème de la taxonomie, d'ailleurs, est tout à fait lié à ça. Donc ça, c'est une chose. L'autre aspect qui intéressera sans doute la maison qui nous accueille, c'est tout ce qui tourne autour du legal privilege. Là aussi, on crée... alors là, c'est pas européen, puisque c'est très français. Là, dans la série, les balles... on a toujours des chargeurs de rechange pour se tirer des balles dans le pied. Voilà, une fois de plus, on ne va pas avancer sur ce terrain, en dépit du fait que tout le monde sait ce qu'il faut y en faire, qu'il y a un député qui est un député de la majorité, donc c'est pas un extraterrestre qui a fait un rapport très clair et très décisif sur le sujet, et c'est pour des raisons d'une médiocrité infinie, pathétique, que, une fois de plus, on va attendre, ne rien faire, être dans l'immobilisme, c'est consternant. Donc voilà, donc c'est vrai que tout ça c'est un tout, et que c'est toujours le maillon faible par lequel les difficultés s'infiltrent. Merci. Monsieur. Je ne peux pas vous donner le micro, j'ai interdiction. Je vous le tends. Non, vous ne pouvez pas le prendre. Bonjour, Gabriel Luc, direction juridique concurrence d'Orange. Donc Jacques a parlé de ma vie au quotidien et de mes difficultés avec la commission, je confirme. Deux constats et une question. De constat, on est effectivement un peu naïf et on en a un exemple récent. Moi, je ne crois pas beaucoup à la politique industrielle de la concurrence. Il n'y a pas de politique industrielle de la concurrence. Par contre, le droit de la concurrence peut aussi être un droit qui s'applique à tout le monde de la même manière. Et c'est plutôt ça aujourd'hui qu'on vit, c'est-à-dire qu'on a un droit à deux vitesses avec des acteurs très grands, très puissants, qui ne sont absolument pas soumis aux mêmes règles que nous, et nous qui continuons à vivre, et encore pour longtemps, a priori, dans un environnement très contraint. Un exemple récent, on a un arrêt de la CJ, de la Cour de justice européenne, sur la net neutralité. La net neutralité, c'est quoi? C'est amener l'Internet jusqu'aux abonnés de la même manière pour tout le monde. Et donc, il s'applique à qui? Aux opérateurs télécoms de l'Internet en bout de chaîne. Sauf que ce qu'on nous annonce dans les prochaines années, c'est que 95% des câbles qui transportent l'Internet, ils vont être possédés par les GAFAM, qui vont absolument pas être régulés. C'est-à-dire que ces gens-là pourront réduire l'Internet en amont, le distribuer de manière discriminatoire, s'amuser à réduire la vitesse sur les sites Netflix et autres que vous consultez. On ne pourra rien faire parce que la régulation, elle s'applique en bout de chaîne, et les opérateurs télécoms qui sont en bout de chaîne sont soumis à cette contrainte absolue et doivent voir passer le flux, par contre, que leur envoient les GAFAM, de la manière dont ils leur envoient. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, on est dans un environnement aujourd'hui où ces acteurs-là sont absolument pas soumis aux mêmes contraintes que nous, effectivement, sur des politiques de concentration, et on n'a absolument pas les moyens, nous, d'agir. Pourquoi? Parce que ce qu'on regarde, c'est déjà que nos autorités de concurrence ont absolument pas changé de lunettes lorsqu'elles regardent nos marchés. Un exemple encore, toujours en télécom, je suis désolé, c'est ce que je connais le mieux. Pendant toute cette crise du Covid, vous avez tous utilisé vos téléphones, beaucoup, votre Internet, beaucoup, et je crois que personne dans la salle ne s'est pas servi de WhatsApp. Or aujourd'hui, quand on analyse un marché, une concentration en télécom, on va regarder les appels voix en me regardant moi, télécom, comme étant dominant, alors que vous passez 90% de vos appels sur du WhatsApp, qui ne sont même pas dans ces marchés, qui ne sont même pas analysés comme étant substituables. Or, tout le monde passe des messages via Messenger, via WhatsApp, y compris en vocal. Voilà, et les autorités de concurrence, et ce n'est pas les autorités de concurrence que je vise, c'est la Commission européenne. Aujourd'hui, vous avez une régulation, une DG Connect, et qui dissémine dans toute l'analyse concurrentielle, qui dit il y a un marché de la concurrence des appels voix
télécom. Ça ne veut plus rien dire. Donc on a un problème d'agilité. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que finalement, au-delà de la politique industrielle, la première question, c'est pas d'avoir un droit de la concurrence compétitif, et c'est-à-dire agile et qui est capable de s'adapter assez vite à ces transformations de marché. Et on a vu, c'était cet été, toutes les annonces, c'est-à-dire les GAFAM des fois sont en concurrence et des fois se mettent en commun, les dizaines de milliards sur les câbles transatlantiques, et Facebook, je ne sais plus avec lequel il se met, ils sont en train de mettre des câbles autour de l'Afrique pour justement régler ce que vous disiez en amont du sujet. Sur le point, Jacques, j'imagine, si tu veux, et on va conclure, parce qu'il y en a un intervenant juste après, la remise du prix et le cocktail. Oui, juste un élément de réponse pour Gabriel. Je partage 1000 fois. Il y a un outil, et là pour le coup, le MEDEF, le Cercle Montesquieu, enfin tout organe organisé, toute structure organisée a un beau sujet, qui serait de pousser la DG Comp. Je parlais tout à l'heure des remèdes. Moi, je serais assez favorable à ce qu'il y ait tous les 3 ans, par exemple, tous les 4 ans, un examen post-mortem des décisions qui ont été rendues, non pas sur le volet remède cette fois-ci, mais sur le volet marché pertinent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une opération de concentration, la variable d'ajustement, la variable essentielle, c'est le marché pertinent. Donc en gros, est-ce que j'ai 20% du marché ou est-ce que j'ai 78% du marché parce que la commission va considérer que c'est le sous-marché qui est le marché pertinent. Et il n'y a aucune visibilité là-dessus. Alors évidemment, ça fait des choux gras des avocats concurrence parce que les entreprises ne savent pas est-ce que c'est ce marché-là ou est-ce que c'est ce marché-là. Néanmoins, in fine, à un moment, il faut bien mettre sa tête sur le billot et dire moi, je pense qu'il y a 90% de chances que l'opération passe parce que le marché auquel je pense, c'est probablement le marché machin. Et donc, on fait un travail avec la commission. Mais ce travail, on ne le fait que in situ, c'est-à-dire on ne le fait qu'à un moment où on a une opération notifiée à la commission. Et d'une certaine façon, il n'y a pas de transparence. Alors même que, de toute évidence, on pourrait régulièrement revisiter des marchés en fonction de l'évolution technologique. Et quand je disais 5 ans, c'est peut-être même absurde, et c'est peut-être 3 ans qu'il faudrait. Mais il y a quand même un certain nombre de fonctionnaires à la commission qui ne sont pas nécessairement suroccupés. Et je ne parle pas des gens de la DG Comp qui travaillent comme des malades, mais il y a probablement des gens qui peuvent aussi travailler sur ces sujets de façon à donner davantage de transparence. Ce n'est pas des guidelines qu'il nous faut. C'est de la transparence, c'est-à-dire on revisite ce qui a été fait il y a 3 ans. Dans Fnac Darty, l'opération n'aurait pas été autorisée si on n'avait pas considéré que le marché du online et le marché physique, c'était le même marché. D'accord ? Donc, on a besoin de faire avancer les définitions de marché, comme le suggère Gabriel. Il y a forcément des données publiques qui montrent à tout le moins une substituabilité ou une perméabilité très forte entre les appels qu'on peut utiliser sur les réseaux sociaux et les appels classiques. Et c'est vraiment le moment pour la Commission de faire ce genre d'exercice. C'est justement tout ce changement de paradigme que permet d'ailleurs le digital, où toutes les stratégies d'intégration verticale ou horizontale qu'ont les entreprises font qu'elles arrivent d'un seul coup sur un marché sans avoir été identifiées et donc ne sont pas l'acteur du marché, mais créent de gros problèmes de concurrence aux acteurs en place. Bernard, un mot. On m'a dit que j'avais encore 5 minutes, donc j'en profite. Bernard Spies veut prendre la parole et après Alexandre. Oui. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis le début, et donc on peut parler de la Commission, des fonctionnaires, des entreprises, etc. Personne n'a parlé du Parlement européen. Moi, je pense que s'il y a des gens qui sont bien placés pour faire un jugement, une évaluation du travail de la Commission, et notamment post-mortem, c'est le Parlement européen. Alors je sais bien qu'en France, on a pris l'habitude d'oublier qu'il existe un Parlement, mais quand même, au niveau européen, ce ne serait pas une mauvaise chose que de s'en souvenir. Et il n'y a pas de raison de penser qu'il ne serait pas capable d'apporter justement l'élément démocratique et de contestation. Et c'est plutôt à travers ça qu'on peut espérer en plus trouver des solutions qui traversent les frontières, qui ne soient pas purement des solutions nationales. Parce que les groupes européens, ils sont organisés de façon internationale. C'est pas les Français, c'est par sensibilité politique transverse. Donc, moi, je pense que si on cherche à développer ce type de contre-pouvoir, il faut s'appuyer sur le contre-pouvoir démocratique qui existe, qui s'appelle le Parlement européen. Merci. Alexandre. Oui, juste pour rebondir sur la question de Gabriel, et puis aussi dans la réponse
de Jacques, c'est d'autant plus important qu'une grande partie, et vous le voyez tous les jours au quotidien, que la transformation digitale naît des usages. Et donc c'est quasiment impossible, quasiment, systématiquement, lorsque vous voyez des nouvelles technologies, quels vont être les usages qui vont être faits, et donc par conséquent définir un marché pertinent. On est dans un premier élément, et deuxième élément, là encore, observer ce qui est en train de se passer. On nous annonce bientôt en Europe, c'est déjà le cas aux États-Unis, les premiers magasins Amazon, ce genre de choses. Donc l'expérience d'achat va être différente. Et donc là encore, la définition des marchés pertinents pour un acteur qui commence à évoluer en plus maintenant à nouveau, qui revient dans le mortar, c'est très intéressant parce que là ils vont encore agréger des nouveaux comportements, des nouveaux usages et cannibaliser en fait effectivement certains types de marchés. Je peux prendre une dernière question. Oui, je savais bien qu'il y avait une main qui s'était levée. Je rappelle pour des raisons sanitaires que je dois le garder le micro entre les mains. C'est pas que je veux absolument l'avoir, mais je n'ai pas le droit de vous le... Je peux juste vous le tendre. Bonsoir, Patricia Guillaumard, avocat à la Cour. Je voulais rebondir sur deux choses. Vous parliez du démantèlement qui serait mis en place par Biden des GAFA. Je voulais savoir ce que signifiait démanteler finalement. Et donc, pour rebondir sur ce que disait M. Spitz, ça voudrait dire que finalement la Chine prendrait finalement une sorte de monopole sur plein de choses s'il y a un démantèlement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et deuxième question, c'est pourquoi en est-on là? Qu'est-ce qui bloque à la Commission européenne? Quels sont les éléments perturbateurs de la protection de l'Europe et du fait que finalement, visiblement, il y a, et c'est une question, n'y a-t-il pas une volonté de destruction de l'Europe? Alors on suppute le démantèlement des GAFAM. Les BATX ne sont pas en train d'être démantelés, mais sont mis bien sous contrôle du gouvernement chinois. Qui veut répondre au sujet? Monsieur démantèlement? Sur la définition de... Non, je ne revendique absolument pas le démantèlement. Non, c'est l'histoire. Hein. Voilà, quand une entreprise a en effet un peu trop de pouvoir, on essaie de la démanteler. Le pouvoir, il est très large de ces sociétés-là. Voilà. Et que leur... Vous savez, je vais essayer de faire une pirouette pour rebondir et répondre à votre question. Moi, je vous invite à faire une chose, c'est de lire les déclarations au tout début du Covid des dirigeants des GAFA. Et je pense que vous aurez une réponse intéressante sur quelle est leur vision du monde. Et à partir de ce moment-là, vous comprenez que le pouvoir démocratique, il doit aussi se poser la question de ces acteurs étant... Et c'était Jacques Attali qui avait écrit ça il y a très très longtemps en fait, où il expliquait que ces écosystèmes qui se créent à partir du moment où elles créent quasiment presque des zones de non-droit entre elles, devenaient dangereuses. Et ces déclarations sont assez intéressantes. Et donc, en revanche, ce que je crois savoir, c'est qu'ils veulent rester puissants sur le sol américain, sur lequel il y a des choses qu'ils ne veulent pas renoncer. Pour autant, voilà, ils sont prêts à abandonner, mais là encore c'est l'interrogation. Est-ce qu'ils veulent, peut-être, dans la lignée de ce qui vient de se passer, toutes choses égales par ailleurs en Afghanistan, en disant, ben voilà, on abandonne des zones. Mais ce que disait Bernard après tout à l'heure, est-ce que ça c'est de la déclaration, est-ce que ça va donner derrière, ça je ne sais pas. Et on pourra aussi regarder en plus des déclarations, des valorisations des profits avant le Covid et après le Covid, et on verra comment elles ont gagné en poids, et en poids qui est assez phénoménal et qui remet en concurrence. Dans l'oreillette que je n'ai pas, on m'a dit qu'il fallait que je m'arrête. On m'a fait un signe en fait, hein, j'ai pas d'oreillette. Merci beaucoup, c'est passionnant, on pourrait rester encore 2 heures. Très passionnant, j'espère que ça vous a remis plein de choses bien carrées dans la tête. On a des enjeux, on l'a vu, des enjeux pour l'Europe et pour la France. Pour l'instant, le premier enjeu, c'est de remonter. Vous avez une intervention qui est très intéressante, vous avez le prix du cercle, et puis après, vous aurez le droit à un beau cocktail. Merci beaucoup de cette passion.